tout est possible, on va se retrouver avec 4 candidats qui vont être susceptibles d'être aux alentours de 20%, et donc par conséquent, le résultat final, on ne le connaît pas. Bonjour Guillaume Bernard. Bonjour. On approche de la période de Noël, on approche du jour de l'an, une période qui va clôturer la première partie de cette campagne présidentielle et s'ouvrir vers la deuxième partie qui sera beaucoup plus active, beaucoup plus violente, beaucoup plus disputée. Néanmoins, des concepts, des certitudes commencent à poindre. L'opposition entre Marine Le Pen et Éric Zemmour, la question fondamentale, la question que tout le monde se pose, vont-ils se servir mutuellement de marchepied ou vont-ils se torpiller mutuellement ? Écoutez, alors là, je n'ai pas de boule de cristal pour pouvoir vous répondre, mais c'est évidemment l'un des enjeux fondamentaux de la campagne. Pour l'instant, lorsqu'on regarde les études d'opinion, ils sont à peu près au même niveau et dans la marge d'erreur, qui entre 15 et 20, la marge d'erreur est environ de 2, donc par conséquent, on ne sait évidemment pas qui concrètement est devant. En outre, il ne faut pas oublier que 40 à 50% des personnes interrogées eh bien, n'ont pas encore choisi ni si elles allaient vraiment voter, ni pour qui elles iraient voter. Par conséquent, évidemment, on est dans une situation où aujourd'hui, on n'est absolument pas certain que Éric Zemmour ou Marine Le Pen soient au deuxième tour de la présidentielle. On avait évoqué ensemble au mois de septembre dernier le fait qu'il y a une droitisation de l'opinion publique et il est certain qu'on pourrait, pourquoi pas, envisager un second tour Marine Le Pen, Éric Zemmour. Ça n'est pas totalement délirant de le penser si eh bien, Emmanuel Macron, s'il est candidat, ce qu'il n'est pas encore, ou Valérie Pécresse, eh bien, devaient se phagocyter l'un l'autre. Donc, tout est possible, on va se retrouver avec 4 candidats qui vont être susceptibles d'être aux alentours de 20%, et donc par conséquent, le résultat final, on ne le connaît pas. Mais il est certain que pour la droite de la droite, eh bien, c'est une élection extrêmement difficile. Il y a le candidat Éric Zemmour, donc tout le monde a connu le polémiste, le journaliste, l'homme de plateau télé, etc. Il y avait un doute qui subsistait il y a quelques semaines. Éric Zemmour peut-il se débarrasser de son ancien costume et endosser celui de candidat à l'élection présidentielle, celui tout simplement d'homme politique? Beaucoup en doutaient. Il y a eu ce meeting de Villepinte et pour l'opinion, en tout cas, c'est ce jour-là que la mue a définitivement opéré. Est-ce que c'est un sentiment que vous partagez ? De manière globale, oui. Effectivement, la posture qu'il essaye de prendre, le fait de porter des lunettes, par exemple, je trouve ça très bien de porter des lunettes, eh bien, fait que, ne serait-ce que physiquement, il essaye, je dirais, d'être un autre homme. Bien. On constate aussi que vis-à-vis des positions qu'il pouvait prendre en tant que journaliste ou analyste, très librement, eh bien, et défendre des positions parfois assez rudes sur certains sujets, je pense par exemple aux questions de mœurs ou de bioéthique, eh bien, là, il essaye de mettre un peu d'eau dans le vin, dans le but, sans doute, est de ratisser le plus large possible. Donc oui, il y a, semble-t-il, une différence entre Éric Zemmour avant Villepinte et depuis Villepinte. Pour autant, est-ce que ça veut dire qu'il y a une stratégie politique qui était clairement établie et qui ferait que, eh bien, il va se départir de l'image qu'il a dans l'essentiel de l'opinion publique? Ça, évidemment, ça reste à voir. On est trop tôt dans la campagne pour le savoir. Moi, j'avoue que le fait qu'il ait un prisme interprétatif à travers la question quasiment exclusive de l'islamisme, ce qui d'ailleurs n'est qu'une partie de la question de l'immigration. Et d'autre part, un positionnement qui se veut bonapartiste et qui pense pouvoir puiser des deux côtés, je dirais, de la droite pour essayer d'être au second tour et pourquoi pas de gagner par la suite. Là, j'ai un petit doute sur l'efficacité de cette stratégie, mais on verra bien si cela peut, eh bien, si mes doutes se révèlent exacts ou non. Paradoxalement, la mauvaise nouvelle pour l'équipe d'Éric Zemmour et même pour celle de Marine Le Pen, ça a été le succès d'Éric Ciotti à la primaire des Républicains. On aurait pu penser que c'est une bonne nouvelle pour leurs idées et pour les idées de la droite de manière générale. Or, ça a au contraire donné à Valérie Pécresse l'opportunité de maintenir dans son aura tous ceux qui auraient été, toute l'aile droite de son parti, qui auraient été tentés par une aventure Zemmour. Ciotti donc sert aujourd'hui de caution
de quotas, on va dire, de droite un petit peu dur à Valérie Pécresse. Est-ce que c'est pas le pire scénario en réalité pour Éric Zemmour et aussi un petit peu pour Marine Le Pen en fait? Oui, vous avez raison. C'est-à-dire que, évidemment, le deuxième tour de la primaire fermée LR, c'est-à-dire une candidate de centre-droit qui peut mordre sur le spectre politique d'Emmanuel Macron, l'espace politique d'Emmanuel Macron, et tout en ayant comme premier sorti du premier tour Éric Ciotti, tenant des positions plus droitières, eh bien c'était la meilleure des solutions pour LR finalement, pour essayer de tenir le plus longtemps possible le grand écart. Parce que, disons-le clairement, il y a quand même un grand écart idéologique, il y a des difficultés, je dirais, de clarification, je dirais, du positionnement de LR. Parce que là, on revit le mariage raté RPR, UDF. Exactement. Exactement. On retrouve la même ambiguïté, alors que, par exemple, Nicolas Sarkozy, quand il avait fait sa campagne en 2007, lui, il avait clairement pris le positionnement politique d'un Éric Ciotti. Donc, il est évident que pour LR, c'est la meilleure des solutions. Ça lui permet de tenir ce grand écart, d'essayer de ratisser le plus large possible. Et évidemment, il est vraisemblable que Valérie Pécresse ne commettra pas l'erreur, je dirais, de ne pas cajoler Éric Ciotti, au moins jusqu'au soir du premier tour, pour évidemment, comme vous l'avez dit, éviter une hémorragie de son électorat vers Éric Zemmour, voire Marine Le Pen. Finalement, ce qui motive les LR aujourd'hui, c'est pas Valérie Pécresse. En réalité, le moteur de cette union, c'est l'instinct de survie, en fait, en réalité. Alors LR, ils sont dans une situation assez ambivalente, c'est-à-dire qu'ils ont des élus locaux, ce que ni Éric Zemmour ni Marine Le Pen n'ont, mais ils ont fait de très mauvais scores au niveau national lors des élections qui ont eu lieu durant le quinquennat d'Emmanuel Macron. Et donc par conséquent, oui, ils jouent leur survie, c'est-à-dire qu'un parti politique qui n'est pas présent plusieurs fois de suite au deuxième tour de la présidentielle, c'est un parti qui peut rentrer en déliquescence. Donc il y a très clairement dans le choix des adhérents de LR de Valérie Pécresse la volonté de prendre quelqu'un qui peut essayer de prendre des électeurs à Macron, tout en ne prenant pas quelqu'un qui était parti trop loin de leur structure politique. Il y a évidemment, du coup, la dernière inconnue de cette équation, c'est la posture d'Emmanuel Macron. Même si, a priori, l'hypothèse qu'il soit candidat soit la plus forte aujourd'hui, il ne l'est toujours pas officiellement. Non. La question, pour moi, la grande difficulté que va avoir, non pas Emmanuel Macron, mais la République En Marche, c'est quelle majorité pour Emmanuel Macron en 2022 ? C'est-à-dire que, est-ce que la République En Marche, parce que si la stature du chef de l'État a été peut-être préservée pour son électorat, la majorité présidentielle a été catastrophique. Entre les députés qui votaient tous en débat, un président de parti, Stanislas Guerini, qui a totalement disparu d'ailleurs du champ politique, est-ce que Emmanuel Macron ne va pas se retrouver réélu à l'Élysée, mais en ayant obligé de constituer un gouvernement avec, mettons, pourquoi pas Valérie Pécresse, en réalité? Mais je crois que ça ne le dérangerait pas beaucoup. Sincèrement, le positionnement d'Emmanuel Macron, c'est d'essayer de rassembler les modérés de droite et de gauche. Est-ce que ça ne dérangerait pas les LR pour le coup? Bah écoutez, il y a quand même déjà un certain nombre de LR qui sont déjà partis chez Emmanuel Macron. Il y a la petite structure d'Édouard Philippe, Horizon, qui est entre les deux. Et même si aujourd'hui Valérie Pécresse fait une campagne très anti-Macron, intuitu personné, il n'empêche que les positions qu'elle défend sont tout de même très compatibles avec celles de l'actuel président de la République. Cela dit, vous avez raison de mettre le doigt sur cette question des législatives, mais ça sera un problème pour tout le monde. Et pour Emmanuel Macron s'il est réélu, mais également pour tous les autres. Parce que d'habitude, on a ce qu'on appelle le phénomène majoritaire, c'est-à-dire que le président nouvellement élu obtient une majorité à sa botte à l'Assemblée nationale. Le problème, c'est que généralement, les élections ont lieu très peu de jours après la présidentielle. Une vingtaine de jours, ou maximum une trentaine de jours. Là, on va avoir 50 jours entre la présidentielle et les législatives. C'est-à-dire que mettre la photo du président de la République à côté de n'importe quel candidat, avant, ça pouvait marcher. Cette année, ça va être plus compliqué. Il va y avoir de vraies campagnes dans les circonscriptions. Autrement dit, les organisations qui ont une implantation locale, qui ont des relais locaux, qui ont cherché à avoir des leaders d'opinion locaux, des barons locaux, eh bien, ces organisations-là auront un énorme avantage pour pouvoir obtenir des élus. Or, il faut bien le dire,
Éric Zemmour est dans une situation où il n'a pas ses relais locaux pour l'instant. En tout cas, même s'il a engrangé énormément d'adhésions en quelques jours, il n'a toujours pas ses relais locaux. Et il faudrait sans doute que son équipe s'occupe de ces questions-là, mais pour les renseignements que j'ai, ça ne semble pas être le cas pour l'instant. Quant à Marine Le Pen, effectivement, elle en a peut-être un peu plus, mais pas énormément. Le parti qui aujourd'hui a les structures locales et a un avantage concurrentiel par rapport à tous les autres, c'est évidemment LR. Ni Macron, ni la droite de la droite n'ont aujourd'hui les structures qui leur permettent véritablement d'envisager avec sérénité la campagne pour les législatives. Dernière question pour conclure, Guillaume Bernard. Restons dans cette hypothèse-là. Les législatives vont, émettons Éric Zemmour, qu'il soit qualifié au premier ou au second tour, perdre les élections présidentielles. Est-ce qu'on imagine Éric Zemmour, président de parti, chef d'un groupe de députés à l'Assemblée nationale, ou même ayant un groupe de députés, mais lui-même pas élu député, et reviendra-t-il sur CNews, débattra-t-il avec des députés de sa propre majorité, de son propre groupe, avec lequel il sera pas forcément d'accord? Enfin, est-ce qu'on imagine Éric Zemmour en homme politique? Eh bien écoutez, vous posez une excellente question et c'est une hypothèque qui devra être vraisemblablement levée assez rapidement pour motiver ses troupes. C'est-à-dire que est-ce que c'est un one-shot? Est-ce que c'est Éric Zemmour qui tente d'être président de la République et s'il n'y arrive pas, il quitte la politique? Ou est-ce qu'il y a véritablement une structure qui va se mettre en place et même si elle n'a pas une majorité tout de suite, eh bien, va chercher à coexister, à persister. C'est d'autant plus important que c'est le début de notre conversation. Si ni Éric Zemmour ni Marine Le Pen ne sont au second tour de la présidentielle, eh bien, il y aura incontestablement un affrontement entre les militants, les cadres de ces deux structures. Or, il ne sera envisageable de véritablement recomposer la droite que s'il y a une personnalité ou des personnes qui favoriseront la réunification de ces deux organisations-là dans ce que j'ai appelé le mouvement d'Extrogir, mais enfin en tout cas dans la recomposition, la recomposition de la droite. Donc Éric Zemmour, il a incontestablement contribué à décloisonner l'espace politique à droite. Il a profité d'un appel d'air que le RN avait lui-même créé en se désintéressant quelque peu tout de même de l'électorat conservateur, mais il est bien évident que demain, il sera sans doute nécessaire, si aucun des deux, ni Éric Zemmour ni Marine Le Pen ne sont élus président de la République, qu'il y ait une réconciliation et que ce soit une sortie par le haut. On verra bien, l'avenir le dira.